Merci. Au revoir. Bye bye. Lesbienne. Yes. Wow, da nga xool nag fii pour Oasis la. Waaw. Oasis. Waaw jërëjëf Jojo depuis Mulhouse. Waaw. Super. Positive Energie mit einer Pentür und so. Ja, Wünschelrute. Das ist eine, du kannst mit einem, es gibt so ein Holz, was auf magnetische Strahlungen, auf Magnetismus reagiert. Und wenn du, ich kann das nicht, ne? Aber andere können das und fängt er an zu zittern. Wasser! Ein Aspekt. Aber das kriegst du kannst auch eine Suche machen in Deutsch oder dann kriegst du auf Französisch auch Übersetzungen, das ist interessant. Ja? Aber das Buch ist richtig gut. Okay. Das ist wirklich gut, wenn du erstmal alleine lernst. Ready? Il fait chaud, on ne sait pas comment habiller quoi. Ah, voilà. Danke. Électrique, hein? C'est fabriqué par Gruau. Vous savez, ça appartient au groupe Bolloré. Ah, Bolloré Vincent de... Oui, le grand groupe Bolloré. Oui, le port de Dakar, port autonome de Dakar, je crois que ce sont eux qui gèrent ça aussi. Qui vont aussi d'ailleurs faire des bus, des grands bus électriques, aussi entièrement électriques. Et nous à Mulhouse, bientôt on aura des bus hybrides. Voilà. Ça c'est extraordinaire, l'énergie renouvelable, parce que les enfants ils vont nous dire merci d'y avoir pensé. Oui, parce que dans le temps il y a eu beaucoup de pollution de fait qui aurait pu être évitée. On veut rentrer dans l'entrepreneuriat, on veut être actif dans le tissu social et économique du lieu où on vit. Et on veut juste être au clair de tous ces messages qui sont véhiculés.
Puis voilà. Donc, Vlad, je te laisse la parole, comme ça on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathieu. Donc merci d'être venu déjà pour l'ouverture de ce festival. Puis merci aux organisateurs qui m'ont invité pour ouvrir ce festival. La première chose que je voudrais dire déjà, c'est que cette histoire du panafricanisme, c'est une histoire d'initiative et une histoire de motivation. Ce sont des hommes et des femmes motivés, résistants et résistantes, qui ont produit cette histoire. Par conséquent, lorsqu'on la développe dans des cadres militants, associatifs, culturels, politiques, économiques ou autres, eh bien, on se retrouve effectivement souvent aussi dans des publics militants. Et en même temps, il y a aussi un intérêt du grand public pour ces questions qui demandent en fait un autre regard sur l'Afrique, qui demandent à mieux comprendre les interactions de ce continent qui dispose d'une importante diaspora. Et justement, c'est tout l'enjeu, je pense, du panafricanisme, de donner un peu une vision globale et assez systémique de cette histoire et de ce mouvement. Alors, très brièvement, donc là j'ai mis un schéma qui donne les fondamentaux, les préliminaires de l'histoire du panafricanisme. C'est un mouvement qui est né dans la diaspora. C'est le concept de renaissance africaine qui apparaît en fait à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle à travers plusieurs discours et plusieurs rencontres où des intellectuels d'origine africaine vont en fait expliquer un peu leur situation par rapport justement au continent africain. Et c'est africain que dans la seconde moitié du 19e siècle, il y aura structuré le panafricanisme. Ce sont donc les résistances et les luttes contre le colonialisme et le néocolonialisme et les projets d'unification politique. Donc il y aura plusieurs voies empruntées. Il y a une voie qui va passer par des conférences et des congrès. Donc la conférence panafricaine de 1900, où va apparaître un intellectuel noir américain qui s'appelle William Dubois, plus populaire, qui va être incarné par un autre leader qui était un peu son rival, qui s'appelait Marcus Garvey. L'une des formes les plus intéressantes sera la résistance au fascisme. Les premiers grands intellectuels noirs de cette tendance communiste à rompre avec Moscou, comme on le verra plus tard, est très importante et va prendre en fait un tournant beaucoup plus politique après 1945. Parce que va rentrer en jeu un personnage central, le plus important de l'histoire du mouvement au XXe siècle, qui est Kwame Nkrumah. Et c'est un peu du Macron aussi, c'est un élément un peu différent entre l'espace britannique et l'espace français. C'est que dans le contexte britannique, il y a un certain fair play qui fait que les leaders reconnus par leur peuple ont souvent été épargnés, tandis que dans le contexte français, il y a eu un système d'élimination avec Focard et De Gaulle qui a été beaucoup plus radical, qui a été impitoyable vis-à-vis des dirigeants africains qui avaient un soutien populaire. Donc Nkrumah, lui, va bénéficier de ce fair play britannique pour être libéré, et dès qu'il est libéré, donc il va mettre en place toute une transition qui va aboutir à l'indépendance du Ghana en 1957, et quand le Ghana devient indépendant, eh bien, il constate que le Ghana seul ne peut s'en sortir, et qu'il faut que le Ghana soutienne les autres mouvements indépendantistes, et que lorsque les autres pays africains accèdent à l'indépendance, eh bien que tous mettent en commun le peu qu'ils ont pour avoir suffisamment afin d'exister dans le monde de l'époque, qui était un monde qui se bipolarisait avec les grands ensembles. Donc c'est dans ce contexte-là en fait qu'il va penser justement cette question des États-Unis d'Afrique. En 1958, il va organiser 2 conférences. La première en avril est très importante, c'est la conférence des États indépendants africains. C'est la première fois dans l'histoire que des gouvernements africains sont en huis clos pour parler des problématiques africaines. Donc c'est la première réponse à la conférence de Berlin, où on n'avait que des gouvernements européens en huis clos qui parlaient des Africains ou de l'Afrique sans la présence des Africains. Donc lors de cette conférence, on aura l'Éthiopie, le Libéria, la Libye, la Tunisie, le Soudan, l'Égypte et le Ghana, et le Maroc. Et donc tous ces pays-là vont en fait constater qu'ils avaient les mêmes problématiques. Ensuite, en décembre 1958, il va organiser une deuxième conférence à Accra, où là, en fait, il va inviter toutes les organisations qu'on dirait aujourd'hui dites de la société civile.
donc les mouvements étudiants, les syndicats, les mouvements de libération de tout le continent africain. Et lors de cette conférence, il y aura notamment Frantz Fanon, qui va représenter donc le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui sera ensuite nommé ambassadeur de l'Algérie à Accra, avec un certain nombre de leaders très importants. Et enfin, il y aura parmi des figures importantes, un dernier personnage très important, c'est Patrice Lumumba. Donc, après cette conférence, Nkrumah va également appuyer un premier projet d'union des États africains. Pour ce faire, il va prendre sous sa coupe la Guinée de Sékou Touré, qui avait rompu avec la France, dans des conditions assez particulières. Donc, le général fait la tournée en Afrique, il arrive à Conakry, il pense que ça va être une promenade de santé, mais sur place, les militants donc, du PDG RDA, donc le parti de Sékou Touré, ont préparé une motion et un texte particulièrement intéressant, auquel Sékou Touré, avec sa verve, donne justement une allure de défi. En 1960, on a donc un projet, on a plusieurs projets dits fédéralistes ou unionistes. On a la Fédération du Mali, qui au départ devait lier le Sénégal que l'on connaît actuellement, le Mali que l'on connaît actuellement, le Bénin que l'on connaît actuellement et le Niger que l'on connaît actuellement dans un même ensemble. Donc ces 4 pays qui sont aujourd'hui séparés devaient former une seule et même fédération, avec un seul Parlement national. Mais le projet en fait va être éclaté par les intérêts ivoiriens, la Côte d'Ivoire du Fouad-Mani, qui va proposer en fait un contre-projet, le Conseil de l'Entente, pour justement enlever donc, le Niger et le Bénin de ce projet de fédération du Mali. Parce qu'il y avait aussi des rivalités intracoloniales entre Dakar et Abidjan. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Donc la fédération du Mali sera résumée à un face-à-face entre Senghor et Modibo Keïta, qui sont 2 personnalités totalement opposées. Senghor qui est très francophile, même encore plus français que les Français, et Modibo Keïta qui a lui une approche un peu plus internationaliste et socialiste. Donc la fédération du Mali va voler en éclats. Au niveau de l'union Ghana, Guinée, Mali, là aussi ce sera un échec. Au niveau de l'Afrique centrale, il y avait aussi un autre projet de ce qu'on appelle la République centrafricaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on connaît la République centrafricaine comme le tout petit territoire au centre de l'Afrique qui est un État failli où Sangaris est présent, la France occupe l'aéroport pour faire régner l'ordre, etc. Mais en fait, à l'origine, la République centrafricaine devait être l'ensemble des pays qui sont autour de ce qui est aujourd'hui la République centrale, autour d'un monsieur qui en avait le projet, qui s'appelait Barthélemy Boganda, mais qui est décédé dans un accident d'avion. Ça arrivait souvent à ce type de personnes. L'année d'avant l'indépendance de la République centrafricaine, ce projet également d'unité au niveau de l'Afrique centrale va éclater. Au niveau de l'Afrique de l'Est, le Tanganyika va prendre son indépendance, le Kenya va la prendre un peu plus tard, à l'issue notamment de la révolte des Mau Mau, l'Ouganda également, mais là aussi il y aura un échec pour former une communauté d'Afrique de l'Est. Julius Nyerere, le président du Tanganyika, était d'accord pour former un ensemble. Il voulait même retarder l'indépendance de son pays pour proclamer l'indépendance en même temps que les autres territoires. Sauf que finalement, il est contraint à proclamer l'indépendance du Tanganyika en 61. 2 ans plus tard, il y a un autre territoire au large qui devient indépendant, c'est l'archipel de Zanzibar, dans des circonstances assez particulières. Il devient indépendant sous la direction des Arabes au Mali, puisque Zanzibar est en fait une dépendance du sultanat d'Oman, puis le sultanat d'Oman a ensuite installé sa capitale à Zanzibar. Donc Zanzibar était finalement la capitale et le sultanat d'Oman était devenu la dépendance en raison des liens économiques. Et donc à l'indépendance de ce sultanat, voilà, les Britanniques donnent le pouvoir aux Arabes. Et très rapidement, il y a une révolution qui éclate et qui renverse en fait le sultanat arabe, et donc les Zanzibaris, la population africaine, proclame l'indépendance de Zanzibar. Alors, je vais essayer de résumer pour qu'après on ait un temps d'échange. Au moment des indépendances, on a des pays qui sont balkanisés au niveau donc, des ensembles
de l'AOF et de l'AEF, donc les colonies françaises, qui formaient deux ensembles. Donc ces deux ensembles éclatent, ils prennent leur indépendance progressivement, pour la plupart pendant l'été 60, le mois d'août 60, 1er, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 août. Donc des États qui n'ont aucun poids politique ou militaire. En même temps, dans ce mois d'août 1960, le Congo, qui est indépendant depuis un mois, connaît une crise, une sécession. L'indépendance du Congo est proclamée le 30 juin. Le 30 juin est un jeudi. Le 1er juillet va être déclaré, il y aura un pont, donc il sera déclaré chômé. Et la vie du Congo commence réellement en fait le lundi 4 juillet. Et dès cette semaine du lundi 4 juillet, on a des sécessions. Le premier matin où l'officier militaire belge arrive devant l'armée congolaise, il prend une craie, il écrit sur le tableau « Avant la colonisation égale après la colonisation », tellement compliqué. Et entre-temps, entre 61 et 63, plusieurs dirigeants, donc notamment Sékou Touré via Diallo Telli, donc l'un de ses proches conseillers, qui va ensuite faire assassiner, pour des questions là encore de rivalité nationale. Sékou Touré étant devenu très impopulaire du fait de la propagande française, tandis que Diallo Telli étant très populaire du fait justement de son activisme et des succès qu'il obtient, notamment la création du comité de lutte contre l'apartheid des Nations Unies. Voilà, donc tous ces éléments-là vont jouer en jeu. Haïlé Sélassié avec également son ministre des Affaires étrangères, Kwame Nkrumah avec son ministre des Affaires étrangères. Bref, tous ces dirigeants-là vont mener une série de tournées diplomatiques qui vont en fait trouver leur finalité dans la conférence d'Addis Abeba de mai 63. Où là, en fait, les deux groupes vont fusionner et on va mettre en place l'Organisation de l'Unité africaine, qui est considérée comme l'étape la plus aboutie du panafricanisme. Mais vous aurez compris que cette organisation, qui soit accompagnée par d'autres figures. Rendez-vous tous à la cantine si vous voulez continuer encore un peu à avoir ce débat entre nous et à défaut, on vous remercie d'être venus. C'est parti? Pas encore. Oui. Le centre socio-culturel. Oh, je vous invite. Oui, je l'ai mis dessus. Oui, il faut le relever. Faire un avion. Je sais pas, je me souviens pas. La maîtrise. Alors, nous sommes un collectif qui a été créé en novembre dernier, qui s'appelle Pan Africa House. Notre idée, c'est que l'on va travailler en collaboration entre différentes personnes pour mutualiser nos forces, pour pouvoir avancer sur tous nos projets. Et l'idée de base, c'était que nous, en tant qu'Africains de la diaspora, enfants d'Africains qui sont arrivés en France depuis très longtemps maintenant, on se sent complètement français et on a envie de participer à la vie française. Et on a envie d'être visible, que ce soit dans le domaine social, économique, politique, culturel. Et on s'est dit, bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour être visible et montrer qu'on est des acteurs présents. Donc on a créé ce collectif avec Abou, qui est notre boussole, qui est à Mulhouse depuis 40 ans, à la boutique Arts and Culture, rue Engelmann, du centre. On a Guy Diaolo qui est parti chercher une guitare acoustique et qui arrive, qui est en train de créer un système de crowdfunding panafricain. Et puis moi-même, Mamadou Fati, j'ai fondé la maison d'édition Épiderme. Qu'est-ce qui est en fait je remercie le collectif Pan Africa House, donc Abou, Diallo, Mamadou Fati, qui m'ont demandé de venir. Je ne sais pas si j'étais tout à fait l'homme qu'il vous fallait pour
débuter un festival de ce type. D'abord, je suis français, alors je suis censé parler aujourd'hui des brèves de la France-Afrique. C'est pas particulièrement glorieux. Là, c'est un des représentants de la guitare mandingue, un très bon virtuose. Kele sababu toluga furuduma ni sarau nyena Marifa kisa sababu toluga furuduma ni sarau nyena Abidjan siratu akana siratu mani tiambolo Malimba siratu akana siratu mani tiambolo Burkina siratu akana siratu mani tiambolo La Guinée sira akana siratu mani tiambolo kata Laissez les fusils, oubliez la guerre, oubliez-la. Laissez la guerre, oubliez les fusils, oubliez-les. La guerre défaite, les amitiés solides pour toujours. Les enfants crient leur faim sans savoir où aller. Les hommes cherchaient en vain leur âme disparu. Les femmes cherchaient en vain leur mari perdu. Kele yo ngamye kele to nganga sabari Oye mukaula polisi dem falawe mukaula Oye mukaula gendarme dem falawe mukaula Oye mukaula polisi dem falawe mukaula Oye mukaula sorasi dem falawe mukaula Oye mukaula, gatire falawe mukaula Imani migila, figo bon, aunye mukaula Imani migila, figo bon, aunye mukaula Kele yo, aunye kele tu, aunga sabari Kele yo, aunye kele tu, aunga sabari Abidjan sirao, akana sira dumani tiye Malimba sira, akana sira dumani tiye aumbolo Alpha Blondy kumana, kanga kele jugu nimbila dongodo Toma sakra kumana, kanga kele jugu nimbila dongodo
Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Soumaré. Je suis l'homonyme du général Abdoulaye Soumaré, le réputé Abdoulaye Soumaré, qui est frère de combat du président Modibo Keïta du temps de la décolonisation dans les années de ma naissance en 1950. Merci à Mathilde Morgan de m'avoir amené ici pour me montrer ce mémorial qui est dédié pratiquement à des soldats en provenance de l'Afrique qui ont dû laisser leur vie ici. Ouais. Moi, je suis de la déberlinisation. On lutte depuis ma naissance pour l'autonomie et la liberté des pays du continent africain. Et on en est là. Peut-être que ça va aider. Et M. Morgan me parlait d'un certain monsieur qui a aussi lutté de la même manière pour que ce monument ait eu lieu ici. Et ce serait gentil de sa part qu'il nous parle de lui pour que les gens en Afrique puissent savoir aussi ces gens qui combattent ici pour qu'il y ait un souvenir des tombés, des gens qui ont laissé leur vie ici. Merci, monsieur. Très bien, pas de souci. Donc, la personne qui a initié ce monument s'appelle Jacques Duvier. Il est né, il est d'origine franc-comtoise, sa famille franc-comtoise. Et son père a été militaire de carrière et a été militaire au Maroc. Donc, M. Duvier est né au Maroc, a passé toute sa jeunesse au Maroc et à 17 ans, comme tout lycéen de l'époque, a fait une préparation militaire. Puisqu'il était destiné à devenir soldat comme tous les jeunes de la classe qui avait 18 ans cette année-là, je crois que c'était en 43-44. Et donc il a été ensuite conducteur de char au sein de la première division blindée de la première armée française et c'est de cette manière qu'il a participé. Et j'aime particulièrement présenter ce monument à des personnes qui ne sont pas françaises et qui viennent par exemple du continent africain ou à des personnes ayant la nationalité française mais ayant des origines. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on souffre de certains préjugés qui feraient croire que beaucoup de personnes issues de l'immigration ou de migrants seraient là dans un but peut-être d'usufruit, peut-être d'abus. C'est ce que l'extrême droite appelle le grand remplacement. Mais moi je tiens à présenter ce monument et là je m'engage politiquement en le faisant et en déclarant ces propos. Parce que beaucoup de descendants des migrants sont des descendants de soldats français. Il faut savoir qu'énormément de ces soldats étaient des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Maliens, beaucoup d'Africains issus de l'Afrique occidentale française, l'AOF, et qui sont morts ici dans des conditions terribles. Il faut savoir que lorsque les soldats sont arrivés ici en hiver 44 où il faisait moins 25, moins 30 degrés, ils avaient encore les tenues été parce que l'armée française n'arrivait pas à faire suivre les vivres et le matériel qui était encore en Franche-Comté à cette époque-là. Et donc ce monument est là pour rappeler, vous pouvez le lire, 1er bataillon de Zouaves portés, donc les Zouaves sont des soldats algériens, 9e régiment de chasseurs d'Afrique, qui regroupe notamment beaucoup de soldats issus de l'Afrique noire. 68e régiment d'artillerie divisionnaire, 88e bataillon de génie, mais on compte aussi le 1er régiment de tirailleurs marocains, la 4e division marocaine de montagne et le 21e régiment d'infanterie coloniale. Énormément de soldats qui ont contribué à la libération de la France, et notamment ici l'Alsace, sont des soldats africains. Et je crois qu'il est très important de rendre hommage à ces personnes-là, de rendre hommage aussi et de remercier leurs descendants, qu'on a souvent tort de présenter comme non français, alors qu'ils ont ce qu'on appelle la nationalité française parce qu'ils ont un ancêtre qui a été français par le sang versé. Ce sont les termes juridiques qui qualifient cette nationalisation. Et je crois qu'il est important de montrer que à un moment dans son existence, la France a symbolisé quelque chose de supérieur à ce qu'on veut bien croire, a symbolisé la patrie des droits de l'homme, la patrie des Lumières, même si malheureusement ça n'a pas été le cas dans la réalité. Mais voilà, ces gens-là se sont sacrifiés parfois parce qu'ils n'avaient pas le choix, parfois pour un pays qu'aujourd'hui on refuse de reconnaître comme le leur, mais qui était aussi un peu... Oh!
feu rouge comme le sang qui coule dans les veines et qui se répand dans les artères de ma vie. Ce ruisseau devient fleuve et tarif sur nos terres arides. Que nos peurs, que trépassent les idées sombres brûlées par la lumière. L'œil curieux qui s'ouvre sur le monde, l'œil respectueux cherche le contact. L'iris serait tactile en voyant nos nerfs du décor. Une ambiance théâtrale où le futur se conjugue la même parfaite, où la hyène bouffe le chacal. L'animosité explique l'hostilité, l'adversité qui traverse l'espace jusqu'à nos cités. Nous vivons dans une grande jungle où la cécité est nécessaire pour apprécier la diversité de couleurs, le jour comme la nuit. Le reste de nos sens et des cultes nous permet d'apprécier le contact humain. Lorsque tu m'observes, je ressens la peur dans tes yeux. Ma présence te dérange, est-ce parce que je suis différent? Quand tu me regardes, mais dis-moi qui tu vois. Lorsque tu m'observes, je ressens la peur dans tes yeux. Pourquoi c'est mis en garde avec la haine tu peux plus voir. Ma présence te dérange, est-ce parce que je suis différent? J'ai grandi en France, à l'heure de la génération Black Plumper. À mes yeux, je ne perçois aucune différence, si ce n'est que j'ai remarqué, j'avais pas la préférence nationale collée sur le front. Moi je suis international pour laver la front. Du collège jusqu'au pont du lycée, j'ai côtoyé la France multiraciale au lycée. Putain, j'ai mixé l'art de la rue et celui des universités. J'ai fait ça non pas par choix, plutôt par nécessité. Pour éteindre ma flamme qui chagrit dans deux yeux des tueurs. Et putain, j'ai fait le bilan de mon parcours. Autour d'une idée simple, je rassemble pour l'honneur. Gratuitement. Lorsque tu m'observes, je ressens la peur dans tes yeux. Ma présence te dérange, est-ce parce que je suis différent? Lorsque tu m'observes, je ressens la peur dans tes yeux. Ma présence te dérange, est-ce parce que je suis différent?